Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Vaud, un RPG à la première personne qui donne la possibilité de jouer à la troisième, on ne sait pas trop pourquoi, développé par Obsidian, publié par Xbox Game Studios. Il peut se jouer sur PC ou sur Xbox Series. Dans mon cas, j'ai joué sur PC, à la manette, à la première personne, en difficulté normale, c'est-à-dire tel que le jeu est conçu pour être joué, pour essayer de vous faire un test. Vaud se déroule dans le monde des auras. C'est le monde de Pillars of Eternity 1 et 2. Alors je n'ai pas joué les Pillars of Eternity, je précise, et Vaud ne prétend pas être une suite. On se sert du même univers pour raconter une autre histoire. Voilà. Dans Vaud, on nous propose 4 compagnons qu'on recrute automatiquement dans l'histoire. Nous n'avons pas le choix de les recruter ou pas, je précise. Il n'y a pas de race prédéterminée pour notre personnage, c'est-à-dire qu'on choisit un type de corps plus ou moins féminin et qui correspond plus ou moins à une race. Mais c'est pas un choix. Il n'y a pas un choix elfe, nain ou humain comme il y a dans d'autres jeux du même type. Il y a 3 classes possibles: guerrier, mage ou rôdeur. C'est un choix qui semble assez pauvre, je trouve. J'ai regardé pour Pillars of Eternity, on avait jusqu'à 8 compagnons, 6 races disponibles et 11 classes disponibles. Donc voilà, il y a une perte de possibilités de choix. Et c'est vrai que c'est très étrange de pas choisir la race dans un jeu comme ça. On a une idée de l'ascendance selon le corps qu'on choisit, mais voilà, c'est un peu curieux. D'ailleurs, on avait ce principe-là dans Velgard, qu'on ne choisissait plus sa race. On choisissait une ascendance selon le physique du personnage. Je sais pas. Je pense qu'il y a une volonté de gommer le mot race. Ça fait pas joli, selon eux. Alors que dans des univers médiévaux fantastiques, ça n'a rien de choquant selon moi. Voilà. Pour ce qui est du créateur de personnages, je vous avoue que je ne suis pas fan. Alors, vous pouvez choisir. Il y a des visages prédéfinis. Qui, je trouve, pas un seul n'est beau. Et si vous voulez faire un perso joli, c'est compliqué. Et bon, j'ai gratté un bon moment dessus, j'ai réussi à faire un perso regardable, mais sans plus, je trouve. D'ailleurs, les visages des personnages dans le jeu, il y a peu de diversité de visages. Si vous regardez, c'est toujours les mêmes morphologies reprises, on change un peu les couleurs de cheveux, les couleurs des yeux. Mais il y a quelques types de visages qui sont repris encore et encore, en fait. Il y a peu de diversité de morphologie faciale dans le jeu. Nous, on incarne quelqu'un qui est marqué par un dieu, donc on est un divin, et ce que ça implique des marques, on va dire d'inspiration végétale, voire ça fait un peu champignon. C'est très multicolore, c'est vraiment pas joli. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les masquer. Donc, quand vous voyez votre personnage, vous n'avez pas besoin d'avoir ça sous les yeux tout le temps. Par contre, les autres personnages le voient et réagissent à ça. Donc, ça fait partie de l'histoire, ça, pas de problème. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous sommes un envoyé de l'empereur. On arrive dans les terres sauvages pour combattre un fléau qui s'est déclaré. Et le jeu vous propose 6 possibilités de background, on va dire, mais à chaque fois cela explique comment vous en êtes venu à être en contact avec l'empereur et pourquoi vous êtes son représentant. Voilà, ça peut créer des petites différences dans les dialogues, enfin des options de dialogue en plus. De ce que j'ai pu voir, de comparer avec d'autres qui avaient choisi d'autres backgrounds que moi, ça ne change pas grand-chose dans les choix de dialogue, et surtout ça ne change rien de majeur au déroulement de l'histoire. D'ailleurs, autant pour moi, ce ne sont pas 6 options de départ, mais 5 que vous avez, qui définissent un petit peu ce que vous jouerez sur les différentes classes. Donc les différentes classes: magicien, combattant, rôdeur. Et en fait, 6, c'est les points d'attributs possibles. Vous avez la force, la dextérité, l'intelligence, la perception, la détermination, tout ça. Voilà. Donc assez classique, choix assez restreint, quand même. Ça fonctionne sur un système. Alors, au fur et à mesure que vous passez des niveaux, vous aurez des points à attribuer aux différents attributs principaux. Vous aurez des points de compétences à mettre dans des arbres de compétences. Il y en a 3, un pour chaque classe. Alors par contre, avec la liberté, vous n'êtes pas tenu de rester dans le même arbre de compétences selon ce que vous avez choisi au départ. Vous pouvez attribuer comme vous voulez entre les 3.
Vous avez un autre arbre de compétences qui est réservé aux capacités divines, ça vous les gagnez ou pas, selon que vous acceptez ou pas certaines choses au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire principale, hein, donc ça c'est scripté, ça va avec l'histoire, et il y a un arbre de compétences dédié aux compagnons, extrêmement restreint, puisque chaque compagnon, il y a quatre capacités, et vous mettez les points où vous voulez. Mais bon, ça reste très 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 restreint selon moi. Tant qu'on est à parler des interfaces, vous avez un codex qui, je trouve, est très mal fait. Il fonctionne exactement comme le codex qu'on avait dans Dragon Age Origins, c'est-à-dire des déroulants, c'est une liste, c'est très incommode à utiliser. Voilà. Et en plus, c'est le système de Dragon Age Origins qui a été repris, et bon, on avait peut-être des choses plus récentes et plus simples à utiliser. Enfin bon, quitte à aller piquer des idées ailleurs, autant piquer les bonnes, ça aurait été mieux. Il y a une chose bizarre avec l'inventaire, c'est que, alors donc vous avez un poids que vous pouvez transporter, qui va s'améliorer selon les attributs que vous mettez, et vous pouvez avoir certains objets, certaines armures qui vous permettent de porter un peu plus, mais qui en fait ne sert à rien, puisque quand vous dépassez votre inventaire, vous pouvez envoyer directement, ou que vous soyez, les objets de votre inventaire dans le coffre du camp. Et donc débarrasser l'inventaire que vous avez sur vous et repasser dans le bon quota de poids. Donc je vois pas l'intérêt de bloquer, de faire une limite à ce qu'on peut avoir dans l'inventaire s'il y a une échappatoire immédiate. Pour moi, c'est juste histoire de rajouter une mécanique, et pour dire oui, on a bien compris que dans les RPG, il fallait que l'inventaire soit limité. Et ben non, s'il y a cet échappatoire-là qui va avec, ça sert plus à rien, quoi. Ça complexifie un peu pour rien. Alors, ce qui est un bon point, selon moi, c'est que tout votre build, vous pouvez le changer quand vous voulez. Il faut dépenser un peu d'or, mais ça reste tout à fait abordable, hein, et ça vous permet de changer vous pouvez changer tout votre build, l'attribution de vos points, l'attribution des compétences. Ça, il n'y a pas de problème, et vous pouvez le faire quand vous voulez dans le jeu. Donc ça, c'est une liberté en plus qui n'est pas mal du tout, selon moi. Et maintenant, je vais vous parler des combats. Alors, au début, les combats sont assez fun. Voilà, soyons honnêtes. Et très vite, on va se lasser. Moi, ça a été vraiment ça. Et d'ailleurs, je retrouve la même chose que les combats de Velgard. Hein. Y a le petit temps de prise en main qui va très vite. Hein, ils sont faciles, les combats. Le petit temps d'essayer les différentes armes, les différentes choses possibles. Hein. Moi, j'ai essayé un peu tout pour voir. Et puis après, on maîtrise, on a compris, et on s'ennuie, et on tape sur des sacs à PV. Et d'ailleurs, le système de combat, c'est exactement le système de combat de Velgard. Hein, c'est-à-dire, c'est du combat-action avec une pause tactique, des ordres qu'on peut donner aux compagnons pour leur demander d'utiliser certaines compétences. Alors, au moins, dans le Vault, les compagnons ont une barre de vie. Et d'ailleurs, quand ils peuvent être assommés, donc il faut... Je dis assommer, hein, parce qu'ils ne peuvent pas mourir, vos compagnons. Mais donc être hors combat, et vous pouvez aller les réanimer. Et ça, c'est un petit peu mieux que les compagnons de Velgard, qui n'avaient pas de barre de vie et qui étaient immortels, ce qui était tout à fait curieux en combat. Voilà. Ils ne peuvent être tués que par le scénario dans Velgard, pas par des ennemis. Et donc voilà. Donc les combats, c'est sympa au début, et puis quand vous en avez fait le tour, ça commence à être pesant, assez pesant. Sur les systèmes de difficulté, plus vous augmentez le système, plus c'est des sacs à PV, plus ils font de dégâts, plus vous diminuez le système, moins c'est des sacs à PV, moins ils font de dégâts. Hein. C'est assez léger, je trouve. Pour les armes, alors il y a un truc qui est sympa, c'est que vous prenez l'arme que vous voulez dans la main que vous voulez. Alors, il y a en type d'armes, il y a des armes à deux mains, des armes à une main type épée hache. Vous avez des arcs. Moi, j'ai fini par faire tout à l'arc au bout d'un moment, parce que c'est ce qui m'allait le mieux. Vous avez la magie, donc baguette ou grimoire. Ça, c'est pas mal, le grimoire. Enfin, c'est bien vu d'avoir fait ça, parce que ça permet d'utiliser certaines magies en n'ayant pas du tout monté les attributs mages. Voilà, et il y a certains moments où la magie est obligatoire pour passer certaines choses. Donc, ils ont prévu le coup pour ça. Vous avez des boucliers, bien sûr. Il y a des armes à feu, pistolet ou arquebuse. Pistolet une main, arquebuse deux mains. Le petit truc qui
qui est bien selon moi si vous voulez avoir une épée dans la main gauche, un pistolet dans la main droite, 2 baguettes, c'est possible. Là où c'est dommage, c'est que ça n'entraîne pas des combos en combat particuliers. Ça sera toujours taper coup simple ou coup chargé. Et quand un ennemi est assommé, ça déclenche un petit combo. Mais il y en a un par arme principale et c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est dommage. Et après, vous pouvez avoir vous avez le choix arme principale, par exemple, vous pouvez avoir une épée, un bouclier, et arme secondaire, un arc. Ça, c'est possible. Vous pouvez passer d'une arme à l'autre. Ce qui est un peu curieux, c'est que vous ne pouvez pas rengainer votre arme. Si vous avez rien en arme secondaire, quand vous passez sur l'arme secondaire, ça fait comme si vous rengainez. Mais très vite, vous avez besoin tout le temps d'avoir une arme principale, une arme secondaire. Vous n'allez pas les remettre dans l'inventaire à chaque fois. Donc, en fait, vous avez tout le temps une arme chargée à la main, sauf si vous sortez d'un dialogue. Donc, vous vous promenez en ville, vous avez votre arc bandé sous le nez des gens, qui ne réagissent pas, mais voilà, moi, c'est un truc, ça m'a un peu dérangé tout du long. Vous ne pouvez pas loquer les ennemis. Alors, il se joue bien sans pouvoir loquer les ennemis, mais voilà, je sais qu'il y en a que ça peut déranger, donc je trouve important de préciser. Vous pouvez vous ramasser des grenades, et ça c'est assez cool, j'ai bien aimé. Vous avez la grenade simple, vous avez après des types de grenades qui sont végétales que vous ramassez dans des plantes et qui donnent des dégâts particuliers, et persistants. C'est-à-dire que vous avez feu, glace, foudre et poison. Ça c'est assez sympa, ça fait un petit plus rigolo, j'ai bien aimé. Vous avez une utilisation des éléments sur l'environnement en combat, c'est-à-dire que si vous électrifiez de l'eau, les ennemis qui sont dedans vont subir des dégâts d'électricité. Vous aussi, hein, si vous y passez au mauvais moment, c'est important. Vous pouvez mettre j'ai eu quelques fois la possibilité de mettre du feu et des flaques d'huile, assez rarement. Et important, c'est essentiel même à certains passages du jeu, vous pouvez faire de la glace sur l'eau, qui vous permet de faire une plateforme sur laquelle passer pour monter et atteindre certains endroits. C'est des petites originalités pas mal. Mais voilà, il y a un côté inachevé parce qu'on a ces petites choses-là et c'est tout. On ne développe pas plus et en avançant dans le jeu, on voudrait que ça soit des pouvoirs qui évoluent. Non. Il y a ça, mais c'est tout. Et il y a un gros défaut, si vous jouez à la manette, je sais pas ce que ça donne au clavier. Le bouton d'esquive et de saut, c'est le même. Si vous orientez bien votre joystick parfaitement droit, c'est un saut. Si vous décalez un tout petit peu, ça devient une esquive. C'est-à-dire qu'en exploration, vous voulez sauter sur quelque chose, ça vous fait une esquive, vous tombez dans le vide et vous mourrez. L'esquive est ce qui m'a le plus tué dans Evoud, de très très loin. D'ailleurs, j'ai été très peu tué dans Evoud, à part par les sauts qui se transforment en esquive. Et de temps en temps, en combat, vous voulez esquiver, vous faites un saut sur place et vous prenez une épée dans la tête. Donc ça, quand même, je trouve ça pas terrible, hein. Pour ce qui est des ennemis, eh bien là, il y a un criant, je vais dénoncer un criant manque de diversité. D'ailleurs, c'est la même chose que dans Velgard, hein. Vous avez quelques types d'ennemis, et on vous les remet encore, et encore, et encore, et encore, tout du long du jeu. Vous allez affronter des xoripes, donc c'est des espèces de petits reptiles, pas plus ou moins petits. Vous allez affronter des ours, des champignons, des Delemgan. Alors les Delemgan, ce sont clairement les Spriggan de Skyrim, hein, on les a tous reconnus. Des squelettes, des fantômes et des humains. Et c'est tout. Voilà, on a fait le tour. Alors il y a un ennemi spécifique à la toute dernière phase du jeu. Je vous en parle pas pour ne pas spoiler. D'ailleurs, j'aurais certaines choses à dire par rapport au scénario qui sont du spoil. Mais je n'en parlerai qu'à la toute fin de la vidéo et je préviendrai avant. Comme ça, ceux qui ne veulent pas savoir pourront couper. Hein, je vais pas vous faire ça. Et j'ai failli oublier, en ennemi, on a aussi des araignées et des scarabées, qui de temps en temps se mélangent avec les autres. C'est ça, on a des vagues d'ennemis, mais c'est illogique, ça se mélange, on comprend pas pourquoi certains combattent côte à côte, c'est assez bizarre. Maintenant, je vais vous parler des boss. Alors, sur les boss, déjà, moi, un truc que j'ai constaté, c'est que les boss ne sont jamais que des mobs améliorés. Tous les boss que vous allez croiser, vous les avez en mob. C'est juste que là, il y a plus de PV, ils font plus de dégâts, ils ont
on leur a fait un petit skin sympa et allez roule quoi. Mais voilà, ça, c'est quand même embêtant de pas avoir de boss vraiment originaux, à part le boss final, dont je ne vais pas parler maintenant. D'ailleurs, pour vous donner une idée de la difficulté du jeu en mode normal, j'ai first try tous les boss. Ce qui est curieux quand même. Hein. Bon, alors c'est moi qui ai trop joué Elden Ring, je sais pas, mais je pense que c'est la toute première fois de ma vie dans un jeu que je first try tous les boss. C'était jamais arrivé. Il faut noter aussi que les soins que vous pouvez faire sur vous sont quasi illimités en fait. Il y a un pouvoir divin quand vous le récupérez qui est bien parce que vous pouvez vous soigner vous et vos compagnons, mais donc vous avez des potions de vie que vous récupérez à droite à gauche, mais surtout vous vous soignez par l'alimentation et vous en trouvez vraiment beaucoup. Vous pouvez faire la cuisine, enfin, vous pouvez avoir une masse de soins disponibles. Et il y a une des compagnons qui a aussi des pouvoirs de soins. Enfin, vraiment, voilà. Le fait de pouvoir se soigner énormément fait que ça passe tout seul. Le petit truc, c'est que dans les vagues ennemies, parfois il y a des soigneurs ennemis. Donc bon, on les repère et puis on les tue en premier parce que sinon là, vos ennemis deviennent pas immortels, mais presque. Et donc forcément, le combat dure très très longtemps artificiellement. Mais voilà, on repère les magiciens ennemis, on les tue en premier et ça roule. D'ailleurs, tant que je vous parlais des soins, alors en potions, il y en a seulement 2. Hein. Il y a les potions de vie et les potions d'essence. Donc l'essence, c'est le mana pour la magie. Et vous ne pouvez pas crafter de potions. Hein. Vous récupérez ces 2-là. Et en fait, ce que vous pouvez crafter, c'est par la nourriture. Vous récupérez des éléments de nourriture et vous pouvez les cuisiner. Vous avez moyen de débloquer au fur et à mesure que vous avancez, débloquer pour avoir plus de recettes et faire des plats plus efficace. Alors, c'est sympa de l'avoir fait par le biais de la nourriture. D'ailleurs, il y a certaines choses que vous pouvez faire qui amènent des petits bonus, des petits trucs par ce biais-là. Donc ça, l'avoir fait par le biais de la nourriture et pas de l'alchimie classique, ça change un peu. Donc ça, pas de problème. Et les grenades simples, vous pouvez les fabriquer aussi. Comme la nourriture, d'ailleurs. D'ailleurs, tant qu'on est dans le crafting, alors en crafting, vous ne pouvez rien créer en matière d'armes, d'armure, vous pouvez seulement améliorer. Par contre, les améliorations, elles sont essentielles. Vraiment. Puisque, en fait, on est sur un système de points, de 1 à 5, et avec des tiers. Et si vous n'êtes pas dans le bon niveau, vos armes et vos armures ne servent à rien. Si vous avez des armures niveau 2 et que vous êtes face à un niveau 5, c'est mort. Hein. Clairement, vous allez rien pouvoir faire. Enfin, ça va vous allez mettre 4 heures à tuer un boss en tapant dessus, ce qui n'est pas très très intéressant, soyons honnêtes. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas d'enchantement non plus. Il y a seulement les armes uniques qui ont un enchantement prédéterminé, et vous pouvez, avec des éléments que vous avez ramassés, activer un enchantement secondaire. Vous avez le choix entre 2. Point. Et vous pouvez pas vous servir d'un enchantement d'une arme et le transférer sur une autre. Hein. C'est extrêmement limité de ce côté-là. Dans les compétences, d'ailleurs, alors il y avait la possibilité de faire un peu de furtivité. Bon, ça vous permet de faire un assassinat de temps en temps avec une lame, une lame, comment dire, magique, très clairement inspirée de la lame cachée d'Assassin's Creed. Clairement, c'est celle-là. C'est juste que là, elle est multicolore, mais sinon, c'est la même chose. Ça n'a quasiment aucun intérêt. Hein. Voilà, vous pouvez jouer avec ça de temps en temps, mais bon, ça va pas vous servir plus que ça. Hein, vous vous mettez accroupi dans les herbes, ça vous marque caché-E, et vous pouvez faire un petit assassinat et vous croire un petit peu dans un Assassin's Creed. Super. Le crochetage, alors là c'est une énorme arnaque. Alors, ce qu'ils appellent le crochetage, ce n'est pas un système de crochetage où vous allez avoir un crochet, vous allez avoir une espèce de mini-jeu pour faire le crochetage comme il y a dans tant de RPG. C'est juste que ça va vous dire que pour ce coffre-là, il vous faut 5 crochets, par exemple, pour rester appuyé, et vous dépensez vos crochets pour avoir le droit d'ouvrir le coffre. Donc vous passez votre temps à acheter des crochets, si vous voulez pouvoir ouvrir tous les coffres. C'est super.
Moi, ça s'appelle pas ça du crochetage. Il n'y a pas de vol, hein, il n'y a pas de vol parce que tous les objets que vous pouvez ramasser sont à vous, même s'ils sont dans le coffre de quelqu'un. Vous rentrez dans sa maison, vous piquez ce qu'il y a dans le coffre, c'est fait pour, et c'est pas considéré comme du vol. Voilà. Vous ramassez des plantes. Alors il y a les grenades dont je vous avais parlé, et donc plein d'éléments qui vous servent pour les améliorations d'armes et d'armure. D'ailleurs, un petit détail sur la nourriture. Alors, les différents éléments que vous récupérez de nourriture que vous récupérez pour cuisiner sont soit normaux, soit pourris. Les éléments pourris vous permettent de faire de l'alcool, d'ailleurs, ça c'est bien vu, hein. Mais ce qui est plus bizarre, c'est que les éléments normaux ne vont pas s'abîmer avec le temps. Et les éléments pourris vont rester pourris pareil. Parce que c'est un système qu'on trouve dans KCD, qu'on trouve là ça m'a même fait penser plus à Dragon's Dogma, mais voilà, dans ces jeux-là, la nourriture s'abîme au fur et à mesure du temps. Là, elle reste dans l'état où vous l'avez trouvée. Donc c'est dommage parce que c'est un système qui est intéressant, mais ils ont pris le début, mais c'est pas comme dans beaucoup de choses dans le VOD, c'est inachevé. Et tant qu'on parle du temps, une chose que j'ai trouvée un petit peu curieuse dans le VOD, c'est d'avoir essayé de mettre une notion de jour et de nuit qui ne sert à rien. Je m'explique. Quand vous partez du camp, vous êtes toujours de jour. Au fur et à mesure, si vous explorez longtemps, le jour va finir par tourner à la nuit. Il n'y a pas de différence sur ce qui se passe entre le jour et la nuit, ce qui est dommage, hein, parce que c'est un truc qui est toujours sympa, hein, les jeux où il y a certains ennemis qui sont là que de nuit ou que de jour, etc. Bon, ça, ils l'ont pas exploité de ce côté-là. Et en fait, le principe, c'est que du moment que vous allez au campement, c'est la nuit, et quand vous repartirez du campement, ça sera le jour. C'est-à-dire que le temps qui est passé en jeu se fait annuler par le campement, en fait, entre les notions de jour et de nuit. Donc je vois pas, ils ont mis un peu de jour et de nuit pour faire genre, mais ils s'en servent pas jusqu'au bout. C'est assez curieux. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai préféré dans VOD, et il faut le dire, c'est l'exploration. Voilà, parce qu'en fait, alors vous avez 4 grandes zones, avec chacune un style particulier à la zone. Et en fait, moi, ce que j'ai préféré, c'est explorer sans suivre les quêtes. Je l'ai fait pour la première zone. Et après, sur les zones suivantes, je suis arrivée, j'ai exploré toute la zone dans le moindre recoin, et ensuite je me suis occupée des quêtes. Donc quand je me suis occupée des quêtes, je l'ai déjà résolu, tiens, je te donne ton objet, salut. Mais l'exploration sans être tenue par la main par les quêtes, ça, j'ai trouvé ça sympa. Parce que si vous allez gratter dans tous les coins, vous allez trouver des choses, l'exploration, elle est récompensée, vraiment. Ça, c'est vraiment la partie qui m'a plu. Alors, dans le détail, sur les 4 zones, alors elles sont très sympas. Après, c'est un plagiat complet de Reckoning, les royaumes d'Amalur, hein, puisque vous avez une première zone très campagne, c'est la plus colorée. Ensuite, vous avez une zone un peu plus marécageuse, un peu plus sombre. Bon, toujours avec pas mal de couleurs. Il y a toujours cette flore invraisemblable multicolore qui m'a un peu perturbée personnellement. Ensuite, vous avez une zone de désert et pour finir, une zone volcanique. Donc oui, c'est le déroulement des royaumes d'Amalur. Moi, j'ai reconnu. Hein, si vous avez fait les royaumes d'Amalur, vous connaissez le style des zones de VOD. Voilà. Par contre, elles sont pas mal faites, elles sont assez sympas à explorer. Un gros défaut de l'exploration, c'est que vous avez un compagnon essentiel sur les 2 premières zones pour explorer. Puis il y a des choses que c'est il y a des choses qu'il y a que lui qui peut enlever du chemin, donc vous pouvez pas explorer complètement si vous l'avez pas. Donc ça vous oblige à toujours l'avoir dans l'équipe ou de passer à côté de certaines choses. Et à partir de la 3e zone, c'est là où on recrute Yazli, et elle est essentielle pour débloquer d'autres passages, de la même façon que Kay. Donc à partir de la 3e zone, vous avez ces 2, si vous voulez tout voir, tout explorer, vous êtes obligé de prendre ces 2 compagnons-là, en sachant que vous ne pouvez en prendre que 2. Donc c'est-à-dire que les 2 autres compagnons, soit vous renoncez à les prendre avec vous complètement, soit vous prenez à chaque fois le risque d'avoir des choses que vous pouvez pas explorer et de devoir retourner au campement, prendre Kay ou Yazzi parce que vous avez tel truc à passer et de les ramener. Donc ça, c'est très dommage et ça bloque pas mal. Enfin moi, ça m'a gêné dans l'exploration.
Une chose qui est sympa, c'est le déplacement de notre personnage, une fois qu'on l'a en main. Quand on grimpe, quand on escalade, la façon dont on bouge, moi je l'ai trouvé assez sympa, assez dynamique. De ce côté-là, ça se passe bien, ça se passe bien. Alors les 4 grandes zones, elles s'ouvrent avec la quête principale. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas été assez loin dans la quête principale de la première zone, vous accéderez pas à la deuxième, et ainsi de suite. Voilà, c'est important à signaler. Vous pouvez pas aller dans n'importe quelle zone dès le début. Il faut que vous ayez avancé dans la quête principale. Donc ça, c'est le système de Dragon Age Inquisition, où vous débloquez les zones au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Oui. Je sais que je cite beaucoup de RPG en parlant de vôtres, mais je pense qu'il y a pas mal de reprises dans Evaud. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, vous avez un système de campement, alors qui est un mix entre Dragon Age Origins et Inquisition, puisque vous avez sur la map de chaque zone, vous avez quelques campements que vous découvrez qui sont marqués, où vous pouvez vous déplacer, comme dans Inquisition. Sauf que là, à chaque fois, c'est exactement le même campement. Et vous pouvez aller au campement et choisir de repartir à l'endroit où vous étiez auparavant. Donc ça, c'est le système d'Origin. Voilà, ils ont fait un mix des deux. Bon, voilà. Ce qui est dommage, c'est que dans un jeu comme ça, ce qu'on faisait pas à l'époque d'Origin et qui peut tout à fait se faire aujourd'hui et qui est un truc qui est sympa, qui est apprécié de beaucoup de joueurs dont je fais partie, c'est d'avoir du housing. Là, on joue l'ambassadeur d'un empereur qui arrive dans une colonie. Oui, on pourra avoir une maison à nous ou s'acheter une maison à nous, ça aurait été sympa. Bon, ils l'ont pas fait, ça c'est un choix des développeurs. Alors dans l'exploration, il y a des donjons. Il y a des donjons. Alors chaque donjon est original, il n'y a pas de réutilisation de donjon d'un donjon à l'autre, ça c'est plutôt bien. Chaque donjon a ses spécificités, il y a des choses sympas où il faut chercher des portes cachées, tout ça. Ça c'est pas mal fait. J'ai un problème sur la géographie des donjons. Alors il n'y a pas de carte spécifique aux donjons. Il y a plein de jeux où il n'y a pas de carte et c'est un truc qui me gêne pas du tout en général, parce qu'avec un peu de sens de l'orientation, et puis on a quand même une boussole, on voit où on est, et justement, on est dans un niveau, on voit un endroit qui est pas accessible, et quand on descend, on remonte, on retrouve. Et sur les correspondances entre étages, je crois qu'il y a des gros défauts. Et je pense que c'est mieux qu'ils aient pas fait de carte, parce que je pense que si on refaisait la carte des donjons, on tomberait sur des non-sens assez criants. Et en fait, on se retrouve à être à moitié perdu par moment dans les donjons en disant « mais c'est pas possible, ça, c'est au 2e étage, là je suis au 2e étage, je suis repassé par là, je dois être dessus ». Ben oui, mais non, parce que le 2e étage est devenu le 4e, et le 4e est devenu le 3e. Enfin, voilà, il y a des... Alors ça peut sembler mineur, mais moi c'est un truc, ça m'a rendu un peu dingue, quoi, de perdre du temps à chercher des trucs, juste parce que c'est mal fait, quoi. Et l'autre chose, quand en exploration, c'est il y a une impression de vide sur pas sur les choses à découvrir, le loot ou les endroits à gratter, pas dans ce sens-là, sur la vie dans le jeu. C'est-à-dire que hormis les ennemis, y a pas grand chose. Il y a un animal de temps en temps. Il y en a beaucoup qui restent statiques sans bouger. C'est un peu triste, quoi. Et alors les ennemis et le loot ne respawnent pas. C'est important. Les plantes d'ailleurs que vous les ramassez qu'une fois. Elles vont pas repousser au bout d'un certain temps. Ça, à vrai dire, je trouve ça pas mal. Parce que quand vous êtes amené par les quêtes à retraverser plusieurs fois le même endroit et à recombattre le même groupe d'ennemis qui respawn, ça peut être pesant. Et que ça soit pas le cas, c'est pas grave. Mais dans ce monde où il y a quasiment pas de vie animale non hostile, on va dire, quand vous traversez des zones que vous avez faites, pour la peine, il n'y a plus de vie du tout. Et ça peut donner une impression assez désagréable, quoi. Ça donne cette impression de vide dans un monde qui pourtant ne l'est pas. Il y a un vide de vie un peu dérangeant, je trouve. Maintenant, je vais vous parler de la DA. Alors, je peux pas parler de la DA sans parler des couleurs. C'est multicolore. C'est très très multicolore. C'est multicolore beaucoup, tout le temps. Et des couleurs vives, le pastel, c'est pas trop le truc. Vraiment, vous en prenez plein les yeux. On est à la limite du décollement de rétine. Alors je sais que c'est une question de goût, mais moi le très multicolore c'est pas mon truc. Et là vraiment, ça a été l'overdose. Et alors ça l'est moins dans la 3e et la 4e zone,
Mais on en mange toujours, il y a toujours il y a toujours des oasis, des coins où ça redevient multicolore. C'est la flore, hein, qui est extrêmement multicolore. Et vous avez la zone finale du jeu où là, c'est... Oh, le rose et le violet, j'espère que vous aimez parce que vous allez en manger, mais comme il faut. Alors par contre, sur les panoramas, il y a vraiment des jolis panoramas, des beaux paysages, hein, ça, pas de problème. Par contre, quand on regarde de plus près sur l'eau, c'est une catastrophe. Les reflets sur l'eau, les cascades qui ressemblent des fois à du sable, des fois à du coton. Vous avez les nuages. Ne regardez pas au-dessus de vous. Ne regardez pas au-dessus de vous ne regardez pas les nuages. Hein, c'est extrêmement déplaisant, les nuages de Vaud. Et on peut parler des cartes aussi, alors qui sont assez jolies. Après, c'est un style assez enfantin, je trouve. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est une question de goût. Bon, elles sont pas laides non plus, faut pas exagérer. Mais voilà. D'ailleurs, bon, c'est le système classique, hein, la carte qui est couverte par du brouillard. Au fur et à mesure que vous explorez, il n'y a plus de brouillard sur les zones que vous avez explorées. Voilà. Ce qui vous permet de voir que vous avez oublié une zone, avec un petit piège. Parce que des fois, au milieu de la carte, vous avez une zone qui est couverte de brouillard. Et en fait, c'est une zone qui est pas accessible. Et moi, dans la première zone, je me suis fait avoir à chercher absolument par où passer pour rentrer dans cette zone qui était encore couverte de brouillard, parce que je voulais explorer ce bout de carte qui était sous le brouillard. Et j'ai mis un certain temps à me rendre compte que non, il y avait vraiment aucun passage et c'était pas possible. Et ça, c'était un petit peu frustrant, quand même. Je tiens à le dire. C'est dommage qu'ils aient pas prévu que le brouillard se dissipe sur les zones non explorables, pour éviter de nous faire tourner en rond pour rien. Ça aurait été sympa. Dans la DA, je vais parler du skin des armures. Voilà, les armures, il y en a des sympas, on peut avoir des looks sympas. Et vous choisissez, c'est-à-dire que vous choisissez l'armure, les gants, les bottes que vous portez. Hein. Les gants et les bottes, ça améliore des compétences, ou des attributs, mais ça n'apporte pas de points d'armure. Mais par contre, vous pouvez choisir d'avoir le look d'une autre armure. Par contre, l'autre est gants et bottes. Par contre, armure, gants et bottes dont vous voulez le look, il faut que vous les ayez dans l'inventaire, à côté de celle que vous portez. Et cliquez dessus pour avoir ce look-là. Vous ne pouvez pas... vous avez toutes vos armures bien rangées dans le coffre du camp, et vous ne pouvez pas vous servir de leur skin. Il faut que l'armure soit dans l'inventaire. Donc il faut la porter. Ça compte dans le point d'inventaire. Mais bon, comme je disais plus tôt, vu que vous pouvez tout envoyer dans le coffre, voilà, on se débrouille. Et bon, les skins sont sympas, les looks des armes aussi, il y en a des jolis, ça c'est assez sympa. Et la musique est vraiment jolie, il y a des belles musiques. Le truc bizarre que j'ai eu, alors je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu ce bug de ceux à qui j'en ai parlé, apparemment non. Des fois, il y a des musiques qui se déclenchent, on comprend pas trop pourquoi. Vous avez une musique qui se déclenche quand vous êtes très très haut, que vous voyez un panorama, donc il y a une musique très épique qui se déclenche, qui est assez jolie, hein. Mais des fois cette musique-là, elle se déclenche pas au bon moment, donc vous avez une grosse musique épique et vous êtes face à une falaise tout en bas, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est dommage. Par contre, c'est vrai que voilà, la musique est jolie, rajoute une ambiance sympa, tout le jeu, ça pas de problème. Je vais maintenant venir aux PNJ et aux compagnons. Alors, les PNJ, ils sont statiques, sans réaction, ça bouge très très peu. Voilà, on a des villes où il y a plein de gens, mais plein de gens qui restent plantés comme des poteaux. J'en étais à 2 doigts de me dire, bon, finalement, la quête principale, ça va être de trouver l'âme de tous ces gens à qui visiblement on l'a volé. Bon, c'était pas ça, dommage, ça m'aurait plus intéressé que la vraie quête principale, finalement. Les compagnons, je les ai trouvés assez inintéressants, hein. En fait, dans ce jeu, le truc, c'est que ça parle. Et les dialogues sont plats, le ton est plat. Et pour la peine, on décroche, hein. Au bout d'un moment, les dialogues, on les zappe parce que ras-le-bol, quoi. Alors, les compagnons, ils ont une quête chacun. Il y en a 2 pour qui c'est présenté en quête secondaire, pour Kay et Marius. Pour les 2 autres, ça fait partie de la quête principale. Et voilà. Hein, c'est vraiment pas passionnant, hein, clairement. Pour les dialogues, alors on est sur le système d'origine. Hein, c'est clairement le système de Dragon Age Origin. Hein, vous avez vos différents choix de dialogue que vous prenez. C'est une liste de réponses possibles. Les gens avec qui vous parlez restent plantés pendant que vous répondez, ou vous voyez qui restent plantés.
avec des petites animations, mais assez légères. Et notre personnage est muet, hein. Vous choisissez la réponse, mais le personnage va pas la prononcer. C'était le système qu'on avait dans Dragon Age Origins, et que les fans du jeu, et qui pourtant est excellent, avaient dit que vraiment c'était dommage, ce personnage muet est très très vide. Et ils avaient corrigé des Dragon Age 2, hein, auxquels elle parlait. Donc voilà, on était capable de le faire à l'époque. Je ne sais pas pourquoi VOD n'a pas pris la peine de le faire aujourd'hui, hein. C'est dommage, parce que ça a un impact direct sur l'immersion, selon moi. Il y a très très peu de cinématiques d'ailleurs dans le jeu. Ça, c'est un truc que j'ai constaté. On se tape ces dialogues qui sont de très très longs. Et par contre, les cinématiques, il y en a vraiment très peu, hein. Vraiment très peu. La chose à noter, c'est, alors il n'y a pas de romance, hein, dans le jeu. Bon, après c'est pas grave, hein, les romances, on aime ou pas, ça se joue bien sans, il y a pas de souci. Il n'y a pas de système de réputation. Et alors ça, c'est vraiment dérangeant dans un RPG, parce que l'impact de vos décisions pour le pen est assez nul, hein, puisque les gens, votre réputation ne va pas monter ou diminuer selon les décisions que vous prenez. Les gens sur le coup vous disent bon non, là ce que t'as fait c'est pas terrible, et puis point. Et puis après ça repart comme si de rien n'était. Donc voilà, pour moi ça c'est un truc qui est essentiel dans un RPG, et là c'est un vrai gros manque. Pour ce qui est du lore, ça reste très cryptique selon moi. On apprend des petites choses, hein, par les codex et par les discussions, mais c'est peu accessible. Ce jeu, c'est pas Pillars of Eternity 3, donc ils peuvent pas s'attendre à ce qu'on connaisse tout ce qu'il y a dans les deux premiers. Je trouve que c'est mal expliqué, vraiment. Et moi, on m'avait appris que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et là, c'est tellement cryptique qu'on en vient à se dire, mais est-ce que les développeurs connaissent bien leur univers pour l'expliquer aussi mal? Pour ce qui est de l'histoire, on est, pour moi, dans un plagiat de Gridfall, hein, clairement, sur l'histoire principale, hein, la colonie, on est le représentant qui vient, l'histoire de maladie, le rapport à la nature, voilà, vraiment là, ils se sont lâchés, hein, ils se sont dit, oh, Gridfall, c'est pas très connu, ça va passer, ça va pas se voir, mais si, hein, vous avez carrément repris Gridfall, hein, nous on l'a vu. Et d'ailleurs, alors il y a beaucoup de codex, il y a une très grosse max de codex, on trouve énormément de notes et de lettres dans le jeu, hein, mais honnêtement, à un moment, si vous voulez tout lire, rajoutez-vous, je sais pas, 6-7 heures de jeu, hein. C'est énorme de tout lire. Donc moi j'ai lu en diagonale, et puis en plus c'est pas très bien écrit, c'est pas passionnant. C'est le système des Dragon Age, hein, d'avoir beaucoup de codex, de notes et de lettres pour créer de l'immersion. Les Dragon Age savent le faire, les 3 premiers, parce qu'ils savent, ils font des codex qui sont bien écrits, qui sont drôles, il y a des anecdotes particulières, il y a de l'humour noir éventuellement. Vraiment, ils savent faire ça extrêmement bien. Vous avez le principe dans Skyrim aussi, avec les livres dans Skyrim, mais et Oblivion bien sûr, enfin les Elder Scrolls en général. Mais là, voilà, ils ont repris ce que faisaient les autres, mais en n'étant pas à la hauteur de ce que font les autres. Alors une chose qui est troublante, c'est que Pillars of Eternity, c'était de la Dark Fantasy. EVOD, surtout quand on voit le tout premier trailer, ça se présentait vraiment comme de la Dark Fantasy. L'histoire principale pourrait être une histoire de Dark Fantasy. Sauf que le look du jeu, qui est très Disney, les choix de dialogue qui n'en sont pas et qui sont toujours plutôt gentils quand même, l'ambiance du jeu ne fait pas Dark Fantasy du tout. Une chose qui moi m'a marqué, c'est sur le sang. Hein. Dans la Dark Fantasy, du sang, il en coule des litres, on le sait tous. Et là, dans le tuto, vous avez une zone où il y a des soldats morts avec des grandes mares de sang. Après, ça n'arrive plus du tout dans le jeu, sauf à quelques exceptions près. Dans les combats, il n'y a pas de sang. Il peut y avoir du sang sur votre âme, mais il n'y en aura pas par terre, il n'y aura pas de giclée de sang. Pas de problème, ils ont pensé aux gens qui allaient faire ménage, je sais pas, c'est assez curieux. Et dans le jeu, de temps en temps, on a l'impression il y a des choses, alors vraiment glauques, mais c'est presque comme des oublis. Vous allez croiser pas mal de nids d'araignées, hein, elles sont assez sympas les araignées d'ailleurs dans le look.
petit côté Starship Troopers, dans le look des araignées. Et à un moment, vous avez, assez tard dans le jeu, vous avez un nid d'araignée, où là, c'est Starship Troopers, parce qu'il y a des morceaux de corps partout, des mares de sang. Mais ça, c'est dans un seul nid d'araignée, pas dans tous les autres. C'est pareil, à un moment, j'étais dans un donjon, et je ramasse de la nourriture qui était dans un seau, et sous la nourriture, il y avait une tête coupée dans le seau. Et pareil, ça arrive une seule fois dans le jeu, quoi. Et pour la peine, il y a un côté, c'est même plus choquant, c'est grotesque. C'est vraiment grotesque. Parce que, voilà, vous pouvez pas le mettre, soit c'est de la dark fantasy, soit c'en est pas, mais oublier un petit bout de dark fantasy, une fois toutes les 10 heures, c'est vraiment super bizarre, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas si c'est un défaut de finition, des oublis, qu'au départ il y avait du sang un peu partout dans le jeu, qu'ils l'ont enlevé, qu'ils ont oublié certains trucs. Je ne sais pas, mais ça fait quelque chose de décalé, de très étrange. C'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Et tout ça pour en venir à mon impression générale sur ce jeu. Et je trouve que Vaud, à l'image de ses PNJ, il a pas d'âme. C'est un jeu qui manque d'âme. C'est un produit de consommation. C'est fait pour être acheté, consommé, joué. Il y a pas de passion. La passion du jeu vidéo, l'amour du jeu vidéo. Moi, je trouve que c'est ça qui manque dans ce jeu. Et je retrouve ce qui j'avais dans l'impression que j'avais avec Velgard, et qui faisait un tel fossé avec les Dragon Age. Oui, parce que pour moi Velgard n'est pas un Dragon Age, hein. Il y a pas moyen. C'est un jeu préfabriqué. On met des éléments, on met des trucs en se disant bah ça va aller. En plus, alors ce que ne faisait pas Velgard, enfin beaucoup moins, et que fait beaucoup Vaud, c'est qu'en plus il prend clairement les joueurs pour des imbéciles, je trouve. On nous tient par la main comme des petits enfants. Pour les quêtes, il y a des choses qui sont incohérentes, mais oh bon, allez, ils sont pas bien malins, ils vont pas le voir. Enfin, c'est vraiment tous les défauts de finition, tout l'aspect inachevé. Moi, je trouve que si j'étais un professeur et que Vaud était une copie, je marquerais en appréciation travail insuffisant et bâclé. C'est ça mon impression générale sur Vaud. C'est bâclé, c'est pas fini, c'est insuffisant, c'est vraiment insuffisant. Et au prix que coûte Vaud, c'est extrêmement insuffisant. Après, il y a le plagiat, hein, parce que franchement, qu'un jeu en rappelle d'autres du même genre, ça, c'est inévitable. Mais là, ils ont plagié tous les Dragon Age, les Elder Scrolls, Gridfall, Reckoning, les Royaumes d'Amalur, les 2 Dragon's Dogma. Il y a même, j'ai trouvé des petites choses d'Elden Ring, d'Assassin's Creed. Enfin là, tout le jeu, à chaque fois je me dis ça c'est sympa, ah oui mais c'est dans ça c'est dans ça c'est dans ça. Bon, là on y va un petit peu fort quand même, hein, quand même. Alors c'est peut-être pas du plagiat au sens légal du terme, mais en tant que joueur, moi j'ai fait dans les 70 heures, hein, pour faire Vaud en entier, puisque je l'ai vraiment gratté de fond en comble, j'ai fait toutes les quêtes secondaires, et j'ai fait la fin 2 fois, parce que je voulais avoir l'option de voir 2 fins différentes, donc j'avais fait une sauvegarde à un moment clé, et j'y suis revenue pour faire 2 fois la fin. Et ça j'en parlerai à la toute fin de cette vidéo, parce que là, ça va être du gros spoiler, du très très gros spoiler. Mais pas tout de suite, restez encore un peu. Voilà, mais en fait, ce qui me reste à la fin de ce jeu, c'est un manque de profondeur, et j'y reviens, un manque d'âme. Un manque d'âme. Ce jeu manque d'âme. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est un RPG ? Comme je me suis posé la question pour Velgard, est-ce que c'est un RPG ? Et ma réponse, comme pour Velgard, est non. C'est un faux RPG. Il y a très peu de choix. Les choix n'ont quasiment pas d'impact, sauf pour la fin, j'y reviendrai. D'ailleurs, je remercie mon ami Newbie qui joue aussi à Vaud, et on a testé, hein, sur des choix qui sont présentés comme majeurs. Hein, le choix par exemple de tuer quelqu'un ou de s'allier avec lui. On a fait les choix opposés l'une et l'autre.
Et à l'arrivée, ça revient au même et ça ne change rien à l'histoire principale. Donc, et c'est là aussi, on prend aussi les joueurs pour des imbéciles, parce que on s'en rend compte au fur et à mesure du jeu, que de toute façon, ça en revient là où le jeu veut nous emmener, quels que soient les choix qu'on a faits. D'ailleurs, comme pour Velgard, dans un RPG, on peut choisir normalement d'être un méchant. On peut choisir d'être une ordure. Ou un saint, et tous les intermédiaires possibles entre les deux. Et là, on ne peut pas. On ne peut pas être complètement une pourriture dans le vote, c'est pas possible. En plus, l'absence du système de réputation, alors là, ça c'est le pompon. Au moins dans Velgard, il y avait un système de réputation. Pas terrible, mais il y en avait un. Là, il n'y en a pas. Et tant qu'on parle de Velgard, vous vous doutez bien que je vais aborder un autre point, c'est le wokisme. Puisque, oui, Velgard était pourri par le wokisme, hein, clairement, on en mangeait à toutes les sauces. Alors, est-ce qu'il y a du wokisme dans le Vaud? Oui. Est-ce qu'il est prédominant? Non. Ça reste très léger, le wokisme, dans le Vaud quand on joue le jeu. Dans le sens où, oui, dans les pronoms au début, vous pouvez choisir elle, il ou yel. Moi, j'ai choisi elle, on en a pu reparler pendant le jeu. Il n'y a pas eu d'interrogation sur le genre pendant le jeu, du tout. Alors que c'était un sujet majeur dans Velgard, au point que, oui, bon, on doit tuer des dieux, mais on va d'abord se demander de quel genre on est. Enfin bon, c'était complètement ridicule. Là, on n'a pas ça dans Evaud, hein, faut le reconnaître. Les personnages non binaires que vous avez dans le jeu, alors les dieux sont considérés comme non binaires, hein. C'est l'Ae-dieu et c'est Yel. Voilà, bon, c'est un petit peu ridicule, moi je trouve, mais c'est pas grave. Et il y a un personnage extrêmement secondaire, hein, c'est une petite quête secondaire, et quand on parle de lui, les compagnons disent Yel. Voilà, c'est tout. Enfin, vraiment de ce côté-là, c'est très léger. Après, il y a des sujets abordés qui tiennent à cœur au wokisme. Alors, il y a un sujet majeur qui est la colonisation, le rapport à l'autre, le multiculturalisme. Ça c'est très présent, mais c'est aussi dans le thème de l'histoire principale. Après, ce qui est dérangeant, c'est que oui, les très gros méchants, c'est enfin ceux qui sont présentés comme les très gros méchants, c'est le garrot d'acier. Et ben oui, ils sont tous blancs. Hein. Donc ça vous spoil un peu. Hein. Les blancs sont les méchants. Mais bon, c'est pas prédominant comme Velgard du tout de ce côté-là. Faut être honnête. Après, il y a le terme de l'avortement qui est abordé à un moment. C'est curieux dans un monde comme ça. Après, ça prétend pas donner un avis pro ou anti, donc ça reste assez neutre. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Forcément, il y a un peu de questions de racisme, mais bon, c'est dans le thème de la colonisation, pareil. C'est pas forcé comme dans Velgard, quoi. Il y a un petit peu de questions d'homosexualité, mais c'est évoqué dans le cas d'un compagnon. Il y a des cas où, dans sa quête personnelle, ça se pose des questions par rapport à un ami à lui. Mais enfin voilà, c'est très secondaire dans le Vaud. Ça n'a pas du tout la place prédominante que ça avait dans Velgard, hein, vraiment. Faut être honnête là-dessus. Après, on sait que le wokisme, là où il a eu de l'impact dans le jeu, c'est à l'intérieur de studio, dans les ressources humaines, la direction du personnel, et voilà, puisqu'il y a même des accusations là de discrimination à l'embauche, fondées, hein, d'après ce qui a été vu. Mais là, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure de plus, et ça a été très bien traité par des collègues youtubeurs. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, ils font ça mieux que moi. Et maintenant, pour ceux qui ne veulent pas être spoliés sur l'histoire principale de Vaud, et la fin, hein, parce que je vais y aller carrément, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant, parce que là, j'ai pas spoilé jusqu'à maintenant, mais maintenant je vais envoyer du lourd. Voilà. Donc, les choix principaux que vous avez dans Vaud, puisque sur la question de RPG ou non, c'est très important, mais voilà, là je peux pas en parler sans spoiler. Vous pouvez choisir d'être pour ou contre l'Empire, dans vos choix de dialogue et dans vos décisions tout du long. Alors, ce qui reste curieux, hein, parce qu'être contre l'Empire quand on est l'ambassadeur de l'empereur, c'est particulier, mais bon, voilà. Y a une faction qui s'appelle le Garrot d'Acier, alors eux, c'est clairement les salopards, hein, c'est écrit dessus même, limite. Et vous pouvez choisir de vous allier à eux ou pas. Alors, je n'ai pas pris cette option, parce que ça se fait tout du long du jeu. Je me suis toujours opposée à eux, parce que, voilà, la tête de leur chef me revenait pas, et je vais vous en parler.
Dans les choix que vous faites, vous avez la forme de la colonie au final. Si c'est une colonie pure et dure sous la poigne de l'Empire, il y a un intermédiaire possible, ou si on les laisse aussi libres que possible. Voilà. Et vous êtes marqué par un divin, donc vous cherchez votre dieu dans le jeu. C'est Sapadal, votre dieu. Hein, vous finissez par savoir qui c'est. Il vous parle dans votre tête. Et à la fin, vous choisissez de libérer Sapadal, et donc de vous associer à lui, ou de le tuer. Et là, on s'attendrait à avoir un combat épique contre un dieu, ce qui aurait eu de la gueule. Hein, Bah non. Si vous décidez de le tuer, bah, il reste dans sa prison et il meurt. Vous lui avez mal parlé, alors il meurt. Voilà, apparemment. Voilà. D'ailleurs, voilà, toute l'histoire du fléau se règle avec Sapadal. Hein. De toute façon, le fléau s'arrêtera que vous choisissez de vous allier à Sapadal ou non. Ça ne change rien. Ça arrête le mal rêve de toute façon. Puisque moi, pour tester la fin, j'ai fait une fin où j'ai libéré Sapadal, l'autre où je l'ai tué. Je l'ai tué en lui parlant. Hein. Je reste frustrée de ça. Et donc, dans les deux cas, l'épidémie s'arrête. C'est juste qu'il y a un cas où Sapadal vous soutient face à Boudica, qui est son dieu antagoniste qui l'a enfermé. Soit vous avez son soutien, soit vous vous démerdez tout seul comme un grand. Le sort de la ville paradis, qui est le combat, la bataille finale, est le même, hein, que vous choisissiez de soutenir ou pas Sapadal. Et à la fin, vous allez affronter le boss final qu'ils ont décidé que vous affronterez. La bonne nouvelle, c'est que dès que vous l'avez vu, ce boss final, si vous avez joué Dragon Age 2, vous saviez que c'était elle, le boss final. Parce que, alors c'est l'inquisitrice qui dirige le garrot d'acier, mais à la seconde où vous la voyez, c'est Meredith de Dragon Age 2. C'est exactement le look tout. Alors, elle n'a pas du tout la même tête. Elle est cachée sous un masque au début, et quand elle enlève le masque, c'est pas la même figure. Mais vraiment, c'est exactement le même look, c'est la même personnalité, le même comportement, le même type de voix, la façon de parler, mais tout. Et les rapports qu'on a avec elle tout du long, c'est vraiment les rapports qu'on a avec Meredith quand on est Hawke. Enfin, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Là, sur le plagiat, c'est terrifiant. Et vu que le jeu a décidé que c'était le boss final, quoi qu'il arrive, le truc, c'est que si vous vous opposez à elle tout le temps, comme moi j'ai décidé de le faire, vous allez la tuer une première fois dans le jeu. Vous la tuez, elle est morte. Et donc, quand vous arrivez à la fin, c'est pas grave, elle respawn. C'est quand même elle le boss final. Et alors, je pourrais vous dire l'explication extrêmement bancale que vous fournit le jeu, mais je vais vous la résumer en 5 mots. Ta gueule, c'est magique. Voilà. On a besoin que ce soit elle le boss final, alors si tu l'as tué avant, elle respawn, et puis tant pis pour toi. Donc, alors là, pour moi, c'est le pompon de l'incohérence. C'est vraiment le pompon de la cohérence. Et puis, je suis désolée, mais savoir dès la première zone qui est le boss final, vraiment, j'ai espéré me planter. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, elle est tellement copiée sur Meredith, ils vont pas nous faire le coup que ce soit le boss final. Bah si, c'est le boss final. Ça se passe exactement comme avec Meredith dans Dragon Age 2. Donc voilà. Voilà. Voilà, c'était du gros spoiler. Mais pour ceux qui ont écouté jusque-là, qui n'ont pas joué à Evoud, je pense que c'est du gros spoiler qui va peut-être vous éviter de gâcher 70 € dans un jeu. Bon, après, si vous l'avez sur le Game Pass, vous le paierez pas, hein, vous pouvez toujours aller tester, mais je suis passée sur la radio libre, sur le repère du gamer, qui m'a demandé si je recommanderais ce jeu. Et à ce moment-là, j'avais 30 heures de jeu, j'étais à peu près à la moitié. J'avais dit que je le recommanderais à des gens que j'aimais vraiment pas, et je confirme. Si un jour je vous recommande de jouer à Evoud, c'est vraiment que je vous aime pas. Sinon, je vous ferai pas ça. Voilà. Mais je vous aime bien, donc je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur Evoud. Et honnêtement, si je dois vous recommander des jeux, tous les jeux que je vous ai cités, sur desquels Evoud s'est inspiré, ceux-là, ils sont vraiment bien. Allez-y. Allez-y en confiance et vous allez vous faire plaisir. Mais que ce soit Evoud ou Velgard, ça vaut le même prix, selon moi. Voilà, vous savez tout. Donc, maintenant, comme d'habitude, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai prévu de vous faire d'autres tests de jeux qui, je pense, vont être plus sympas, hein, parce que
On va pas faire on va faire des choses un peu plus positives. Je suis désolée pour ce test que je vous avais promis il y a un petit moment. J'ai mis du temps parce que j'ai un poulain qui est né à la maison et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'espère que vous m'excuserez. Et je vais vous refaire d'autres vidéos très vite. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.